Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Murmure. L'épisode 8 de Game of Thrones ne raconte pas une bataille, il raconte une panne. La panne des protections. À Port-Réal, la loyauté ne sauve plus personne. Elle ne protège pas. Elle désigne. Pendant qu'Arya apprend dans les couloirs que survivre n'est plus une question de courage, mais de timing, Sansa découvre l'autre visage du piège. Une cage propre, faite de douceur, de culpabilité et d'obéissance. Ned, lui, tombe enfin dans la logique réelle du pouvoir. La compassion n'est pas une vertu ici, c'est une faille stratégique, un cadeau offert à ceux qui n'ont jamais eu l'intention d'être justes. Et pendant que Varys et Tyrion traversent l'épisode comme des hommes qui ont compris les règles, au mur, au nord, à l'est, les héritiers ramassent l'addition. Devoir, guerre, morale. Mais dans un monde qui ne fonctionne plus comme avant. C'est un épisode où l'honneur devient un handicap et où la loyauté, sans levier, devient une faiblesse. Si cette lecture résonne en vous, pensez à liker, à partager vos impressions et à vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette traversée. L'épisode s'ouvre sur Arya qui s'entraîne avec Syrio Forel. Un moment presque paisible, hors du tumulte politique. Mais cette scène n'est pas une leçon d'escrime. Syrio n'enseigne pas à Arya comment frapper. Il lui apprend comment voir. Il parle de la vision vraie. Voir ce qui est là. Pas ce que l'on espère. Pas ce que l'on redoute. Pendant qu'il parle, les hommes de Ned Stark sont massacrés dans toute la ville. Pas lors d'une bataille, lors d'une élimination coordonnée. Ils sont loyaux. Ils portent un uniforme. Ils obéissent aux règles. Et c'est précisément pour cela qu'ils meurent. À Port-Réal, la loyauté n'est pas une protection, c'est un marqueur. Elle rend visible, donc prévisible. Et dans ce monde, tout ce qui est prévisible est neutralisé. Les gardes de la reine arrivent pour Arya. Ils ne viennent pas discuter, ils viennent nettoyer. Syrio comprend immédiatement. Il ne cherche pas à négocier, il ne cherche pas à survivre. Il bloque le passage. Il pose une question. Pas par naïveté, pour confirmer ce qu'il sait déjà. Quand il ordonne à Arya de fuir, ce n'est pas un acte héroïque, c'est un transfert. Il lui transmet une règle de survie, pas une morale. Que dit-on au dieu de la mort? Pas aujourd'hui. Arya s'enfuit, Syrio reste. Il meurt, non parce qu'il est faible, mais parce qu'il est loyal jusqu'au bout. Arya traverse la ville, elle fuit, elle se cache. Puis, elle arrive au camp Stark. Elle voit les corps, les siens. Et quand un enfant tente de la capturer, elle le tue. Ce n'est pas de la cruauté, ce n'est pas de la rage, c'est un paiement. Arya ne sauve pas sa vie, elle l'achète. Son premier prix, c'est l'innocence. Pendant ce temps, Ned Stark est déjà tombé, enchaîné, sale, isolé. Varys vient le voir. Pas pour le sauver, pour lui expliquer. Ned comprend que ses hommes sont morts, que ses filles sont en danger. Mais il ne comprend pas encore la vraie cause. Il dit avoir agi par compassion, pour sauver des enfants, pour éviter le sang. Varys lui répond sans détour. C'est précisément cette compassion qui a tué le roi. Pas Cersei, pas Jaime. La compassion. Parce qu'elle a donné du temps. Et que le temps, dans ce monde, est une ressource stratégique. Puis vient Barristan Selmy. Un homme qui a servi toute sa vie des rois, des régimes. Sans jamais négocier,
sans jamais poser de conditions. Et c'est exactement pour cela qu'il est congédié. Pas discrètement, pas avec respect, en public. Ce que Cersei fait ici n'est pas une vengeance. C'est un message. Elle n'humilie pas Barristan, elle détruit une idée. L'idée que la loyauté protège. L'idée que le service garantit une place. À Port-Réal, le passé ne te sauve pas. Il t'expose. Cet arc pose une règle irréversible. Dans ce monde, la loyauté sans levier n'est plus une vertu, c'est une faiblesse. Et elle est sacrifiée en premier. On bascule sur Sansa, et le contraste est immédiat. Arya survit en fuyant. Sansa survit en restant. Mais rester ici n'est pas un choix. C'est une capture déguisée en confort. Dans la salle, Cersei l'entoure de visages polis. Varys, Littlefinger, le maître, le conseil. Un décor calme, une cage propre. Et Cersei ne commence pas par la violence. Elle commence par la douceur. Parce que la peur brute fait fuir. La douceur, elle, fait rester. Sansa nie encore. Cersei ne débat pas. Elle cadre. Tu es la fille d'un traître. Une phrase simple, une étiquette. À partir de là, Sansa n'est plus une personne. Elle devient un levier. Autour d'elle, chacun joue sa fonction. Le maître ne cherche pas la vérité. Il fixe un statut. Traître, donc coupable, donc utilisable. Littlefinger, lui, propose une issue, pas par bonté, par gestion. Il protège Sansa juste assez pour qu'elle serve. Le mécanisme est clair. On ne lui demande pas d'aimer Joffrey. On lui demande de prouver qu'elle obéit. La loyauté n'est plus morale. Elle devient procédurale. Un test, un protocole, une mise en conformité. Cersei lui offre une fausse alternative. Écris à ton frère, écris à ta mère. Pas pour dire la vérité, pour produire un message utile. Sansa veut voir son père. Cersei ne refuse pas. Elle déplace la responsabilité. Elle ne dit pas « je le retiens ». Elle dit « tu peux le sauver. Le piège est là. Si Ned meurt, ce sera ta faute ». Sansa n'est pas contrainte. Elle est rendue coupable à l'avance. C'est ici que la loyauté devient une laisse. Parce que Sansa ne choisit plus entre deux camps. Elle choisit entre la culpabilité et l'espoir. Et à Port-Réal, l'espoir est toujours contrôlé par quelqu'un d'autre. Quand Sansa écrit, elle n'écrit pas une lettre, elle signe une soumission. Robb le comprend immédiatement, parce que le ton n'est pas le sien. La lettre n'est pas un message, c'est une preuve. Preuve qu'elle obéit. La violence du Sud n'est pas toujours une lame. C'est un cadre mental. On ne te brise pas en te frappant. On te brise en te faisant croire que tu choisis. Et Sansa apprend la règle essentielle. À Port-Réal, la loyauté n'est pas une vertu, c'est une laisse. Pendant que Sansa est dressée, d'autres personnages jouent un autre jeu. Ils ne parlent pas de loyauté, ils parlent de structure. Et ça change tout. On retrouve Ned dans sa cellule. Varys vient le voir avec un ton calme. Il ne vient pas se justifier, il vient poser la seule logique qui compte ici. Ned demande « Qui servez-vous » La réponse est chirurgicale. Le royaume. Pas un roi, pas une maison, pas une morale. Une continuité.
Varys n'est pas loyal, il est fonctionnel. Il sert ce qui survit. Et c'est pour ça qu'il dure. Apport réel, la morale paie mal. Elle ne garantit rien. L'or, l'information et la peur, eux, paient toujours. Puis, l'épisode coupe sur Tyrion. Et là, on voit la différence en plein visage. Tyrion marche libre avec Bronn. Il siffle presque. Pas parce qu'il est naïf, parce qu'il a compris le monde réel. Tyrion ne demande pas « tu me jures fidélité ». Il demande « combien ça coûte ». Bronn ne joue pas l'honneur, il joue l'intérêt. Et ça rend la relation stable. Parce qu'ici, un contrat clair vaut mieux qu'une promesse floue. Quand ils sont encerclés, Tyrion ne panique pas. Il parle. Il utilise l'humour comme arme sociale. Il ne cherche pas à dominer, il cherche à désamorcer. Il baisse la tension, puis il achète une sortie. Il transforme une menace en négociation. Et surtout, il annonce la règle. Si vous m'aidez, vous gagnez plus. C'est cynique, oui, mais c'est lisible. Et ce qui est lisible se contrôle. Puis Tyrion revient au camp Lannister, face à Tywin. Il ne clémente pas l'amour. Il réclame une dette. Armes, armure. Pas pour la gloire, pour survivre à la machine de guerre. Tywin méprise Tyrion, mais il écoute. Parce que Tyrion parle en termes de levier, pas en termes de morale. Dans cet épisode, ceux qui tombent croient aux valeurs. Ceux qui survivent comprennent les règles. Varys survit parce qu'il sert une structure. Tyrion survit parce qu'il transforme la loyauté en contrat. Et dans Game of Thrones, un contrat est souvent plus solide qu'un serment. Pendant que les adultes jouent avec les règles, les héritiers en paient le prix. Ils n'ont pas choisi ce monde, ils en héritent. Au mur, Jon apprend la nouvelle. Son père est accusé de trahison. Le roi est mort, le monde a basculé. Et Jon comprend ce qui le fracture. Il est partagé entre deux loyautés, sa famille, son serment. Ici, être divisé est une faute. Jon veut partir. Le commandant l'arrête, pas par cruauté, par nécessité. Ton devoir est ici. Parce que le mur ne protège pas le royaume, il le retarde. Et Jon découvre la règle. Le devoir ne libère pas, il enferme. Avant la peur, il y a Sam. Il observe les corps, il voit ce que les autres ne regardent pas, pas d'odeur. Donc, pas une mort normale. Au mur, l'intelligence devient une arme. La nuit tombe. Un cadavre se relève. Jon frappe, ça ne suffit pas. Il tranche, ça ne suffit toujours pas. Il comprend que les anciennes règles ne fonctionnent plus. Il brûle le corps. Il survit. Pas par bravoure, par adaptation. Et il sauve le commandant. Le pouvoir ne vient pas de l'épée, il vient de la décision juste au bon moment. Au sud, Robb Stark prend la tête. Il n'est pas prêt, mais il est nécessaire. Les bannerets le testent. Robb comprend vite. L'autorité ne se demande pas. Elle s'impose. Un éclaireur ennemi est capturé. Robb écoute, puis il tranche. Il le libère. Ce n'est pas de la clémence. C'est Ned qui parle encore à travers lui. Un héritier moral. Mais dans ce monde, l'honneur reste un pari. Robb va voir Bran. Il ne parle plus comme un frère. Il parle comme un chef. Il part au sud. Et il laisse Winterfell à un enfant. Bran comprend. Pas avec joie, avec gravité. Hériter, ce n'est pas recevoir, c'est tenir.
Puis, Daenerys. Elle voit les pillages, les chaînes, les corps. Elle agit par morale. Elle interdit. Et ce geste crée une fracture. Parce qu'ici la tradition fait loi. Daenerys ne recule pas. Elle parle en reine. Elle impose. Drogo observe. Et il valide. Pas par amour, parce que l'autorité s'est imposée dans le risque. Drogo est blessé, mais il gagne. La force, ici, ne se discute pas. Daenerys le soigne. Encore une fois, elle agit selon sa morale. Encore une fois, elle déclenche des conséquences. Les enfants héritent d'un monde cassé. Jon hérite du devoir. Robb hérite de la guerre. Daenerys hérite du pouvoir. Mais aucun n'hérite des règles qui permettent de survivre. Dans Game of Thrones, hériter n'est pas une protection, c'est une dette. Et l'addition commence maintenant. Cet épisode ne raconte pas la chute d'un homme, il raconte la chute des protections. La loyauté, la loi, l'honneur. Tout ce qui rassure cesse de fonctionner. À partir d'ici, la morale devient un handicap. Survivre ne dépend plus d'être juste, mais d'être adapté. Et ceux qui refusent de l'apprendre paieront en premier.